Le MAG vous est présenté par You Know Why. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette émission. Le Mag qui part aujourd'hui en haute, très haute même altitude, direction la Cité de l'Espace, une institution, un lieu incontournable pour les petits et grands à Toulouse. Immersion totale assurée avec bon nombre de nouveautés. Cette année, vous le verrez dans un instant, un petit peu plus près des étoiles. Pourquoi l'espace fascine autant? Que peut-on y apprendre? À quel âge? Avec quelle pédagogie? Quelle est l'importance de la robotique ou encore de la programmation? Quels sont les métiers également de l'aérospatial? On répondra bien évidemment à toutes ces questions. Dans le Mag, il y a une loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle des Rendez-vous du Parc, un festival qui amène la culture au cœur des quartiers populaires. Dans une dizaine de minutes, on y va. Bonjour Christophe Chaffardon, depuis Skype. Et bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'eurodirecteur éducation, sciences, culture à la Cité de l'Espace. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages et aussi de BD. J'en cite une, à la découverte de l'espace, c'est aux éditions Casterman. Et puis vous avez réalisé bon nombre de documentaires sur l'espace et l'astronomie qui sont vraiment passionnants. La Cité de l'Espace, Christophe, dans quelle mesure c'est un incontournable à Toulouse ? Un incontournable à Toulouse parce que plus de 15 000 personnes travaillent dans les activités spatiales à Toulouse, que ce soit dans des laboratoires, dans l'agence spatiale française qui s'appelle le CNES, où on a plus de 2000 personnes qui travaillent, et différentes entreprises. Donc beaucoup de gens sont passionnés par l'espace à Toulouse, et c'est naturellement ici que s'est construite il y a déjà plusieurs années, en 1997, cette cité de l'espace qui est là pour partager en fait la passion de l'espace au grand public, au plus grand nombre. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne la connaissent pas, elle se trouve où cette cité de l'espace ? Alors, elle se trouve donc à Toulouse, à côté de ce qu'on appelle nous la rocade. C'est pas le périphérique, c'est la rocade toulousaine. Vous ne pouvez pas la rater parce qu'il y a trône au milieu des jardins de la Cité de l'Espace la maquette échelle 1 de la fusée Ariane 5, 53 mètres de haut. Donc si vous traversez Toulouse, vous verrez à un moment donné la Cité de l'Espace avec sa fusée Ariane 5. Voilà, on la voit sur les images, elle est là. Et ce qui fait la spécificité aussi de la Cité de l'Espace, c'est un lieu avec des bâtiments où vous avez des expositions interactives, un planétarium, même 2 planétariums, un cinéma IMAX, mais aussi des jardins avec plein d'objets. C'est ce qu'on est en train de voir ici, avec une coupole astronomie où on peut faire de l'observation du Soleil avec un nouvel équipement, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, qui s'appelle Lune Explorer, il existe depuis novembre dernier, et différents vaisseaux ou lanceurs qui évoquent l'espace. On a vu ces images aériennes, effectivement, 4000 mètres carrés d'expo, 4 hectares de jardin, Christophe, et on a vu une réplique grandeur nature d'Ariane 5, il y en a bien d'autres, c'est ça ? Ah oui, vous avez par exemple des satellites qui sont exposés. Le vaisseau spatial Soyouz, c'est un vaisseau spatial russe. C'est dans ce petit vaisseau, serré comme une sardine, que Thomas Pesquet a effectué son premier vol en 2016 vers la Station spatiale internationale. C'était la mission Proxima. Donc les visiteurs peuvent voir à quel point ces vaisseaux sont très étroits et les astronautes étaient, comme je disais, serrés comme des sardines. Il y a une réplique aussi de la Station spatiale Mir, qui était la première station spatiale, on l'a vu d'ailleurs sur les images précédemment, et qu'on peut visiter. On est en train d'ailleurs de modifier l'intérieur de cette station Mir pour bien comprendre comment des astronautes, des cosmonautes aussi ont vécu dans cette station en 1995, c'était il y a longtemps. Et puis on a aussi, alors ça c'est tout à fait particulier, une reconstitution d'un cratère martien, on appelle ça le terrain martien, sur plus de 900 mètres carrés, un cratère avec tous les enrochements, les couleurs orange, vous savez Mars c'est un petit peu orange, des couleurs qui ont été d'ailleurs travaillées avec des scientifiques, des astronomes qui connaissent très bien Mars. On a voulu vraiment refaire à l'identique un cratère martien, et dans ce cratère évoluent des rovers, donc ces robots qui roulent sur 6 roues. Il y en a sur Mars à l'heure actuelle. On les a refaits à l'identique, échelle 1. Ils roulent eux aussi. Et exactement ce qu'on est en train de voir là, c'est le rover Perseverance, le rover américain, qui, on le voit là, a une caméra à son bord, qui est une caméra qui a été imaginée et produite en France, qui s'appelle Supercam et qui permet d'analyser à distance en fait le sol et les roches de Mars. On met en scène en fait ces rovers devant du public. On peut avoir jusqu'à 250 personnes qui vont assister à ces démonstrations en fait
de rovers sur le terrain martien de la Cité de l'Espace, toujours commenté par des animateurs scientifiques. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi de particulier. Si vous venez à la Cité de l'Espace, vous allez rencontrer des animateurs scientifiques qui vont vous expliquer des choses, qui vont faire des démonstrations, qui vont faire des expériences pour vous montrer que l'espace, on peut presque le toucher en fait ici. Christophe, on va détailler toutes les nouveautés de la Cité de l'Espace dans un instant, mais le succès de la Cité de l'Espace, il se traduit comment en chiffres? En termes de visiteurs notamment. Vous savez, de visiteurs, les chiffres, c'est la fréquentation. L'année 2024 va bientôt se terminer avec assurément un nouveau record d'ailleurs de fréquentation. Hein. On aura eu plus de 450 000 visiteurs qui seront venus cette année à la Cité de l'Espace pour découvrir tous ces équipements, toutes ces expériences, toutes ces expositions, parfois pour la première fois. Ce sont des curieux, des gens qui ne sont pas spécialistes d'espace. Hein. C'est des gens qui ont entendu peut-être parler de Thomas Pesquet, évidemment, des explorations de Mars, des étoiles filantes ou des choses qui sont juste sur des rêves d'enfants qu'ils ont gardés et qui viennent donc découvrir ce site. Donc oui, de plus en plus de visiteurs à la Cité de l'Espace, de plus en plus d'étrangers aussi qui viennent découvrir nos expositions et nos activités. Et justement, Christophe, à votre avis, pourquoi l'astronomie fascine-t-elle autant les jeunes notamment? Alors, l'astronomie, vous savez, en fait, je pense que c'est pareil pour vous. Hein. Rappelez-vous un petit peu quand vous étiez petit et que vous avez pour la première fois, si vous vous en rappelez, vu le ciel étoilé l'été, vu tout ce cosmos un peu mystérieux qui nous pose questions, qui nous émerveille, qui nous fascine, qui n'a pas passé un peu de temps l'été à essayer de voir les étoiles filantes. Donc ça, c'est déjà le premier abord qu'on a de l'espace, via le ciel en fait, tout simplement quand on est petit. Et puis après, ce mythe des astronautes, les fusées, comment en fait on peut aller dans un endroit qui n'est pas la Terre et qui n'est pourtant pas hospitalier du tout. Hein. Souvenez-vous du film Gravity, on voit bien à quel point c'est inhospitalier et pourtant les hommes ont réussi et les femmes ont réussi à y aller. Donc c'est ces rêves d'enfants, je pense, qui restent vivaces. Beaucoup d'enfants viennent à la Cité de l'Espace, de scolaires notamment, mais c'est ces rêves d'enfants qui restent aussi présents chez nous, un peu plus grands. Et puis vous savez, l'espace est en train de bouger énormément. C'est un peu un nouvel âge d'or de l'espace. Il y en a eu un dans les années 60 avec l'émission Apollo. Là, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent et on essaie de raconter tout ça à nos visiteurs. Mais alors justement, comment vous pensez les différentes activités, pour les petits bien évidemment, mais aussi pour les grands, puisqu'ils sont accompagnés forcément des plus grands. Comment on fait pour que ce soit attractif pour les deux publics ? On essaie de varier en fait les supports de découverte. C'est-à-dire que à la Cité de l'Espace, vous allez à la fois pouvoir assister à une séance de planétarium, par exemple de l'astronomie, vous vous installez sur un siège incliné et là vous allez découvrir en fait l'univers comme vous l'avez jamais découvert. Vous allez pouvoir être dans une démarche plus active où on parlait rapidement du Lune Explorer. Lune Explorer, c'est vraiment la nouveauté ici à la Cité de l'Espace que nous avons ouvert en novembre. Et Lune Explorer, c'est unique en Europe. C'est la possibilité pour un visiteur de vivre l'expérience d'un astronaute au décollage d'une mission lunaire, c'est-à-dire ressentir physiquement l'accélération sur son propre corps par l'intermédiaire de ce dispositif. On a vu les images, les visiteurs au gré d'un parcours comme ça. L'accélération, ça dure entre 7, 8, 9, voire 10 minutes. On ressent ça? On n'a pas tout léger quand même sur le corps. Alors, vous avez un parcours, ça dure à peu près 30 minutes et vous allez vous installer, vous êtes briefé par les astronautes de l'ESA, notamment Thomas Pesquet, qui va vous expliquer ce qu'il faut faire. Et puis après, vous rentrez, on les a vus, dans des capsules, vous allez vous attacher. Et là, vous allez voir une phase dynamique. Alors, la phase dynamique, elle dure à peu près 5 minutes. Vous allez ressentir l'accélération au décollage. Vous allez vivre un lancement comme les astronautes pendant à peu près 2 minutes. Vous allez accélérer, accélérer, accélérer. Vous êtes collé à votre siège et vous allez aller jusqu'à 2G. 2G, c'est 2 fois l'accélération de la pesanteur. Vous allez ressentir 2 fois votre propre corps pendant 5-6 secondes. Et là, vous allez être comme les astronautes. Et alors, c'est l'une des nouveautés, effectivement, le Lune Explorer, une mission lunaire. La Lune, ça fascine toujours autant. Ça dure 40 minutes. La Lune, ça fascine toujours autant, évidemment. Et puis, vous savez, je parlais des missions Apollo, donc il y a une 50aine d'années. Là existe aujourd'hui l'émission
Artemis, mission américaine de retour vers la Lune. Alors, cette fois-ci, les Américains ne vont pas y aller tout seuls, hein, ils vont être aidés notamment par l'Europe, par l'Agence spatiale européenne. Donc, on aura des astronautes européens qui vont tourner autour de la Lune. Ça, c'est signé, c'est un contrat, hein, entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. Et il y a toute une actualité dans les 10 ans qui viennent autour de l'exploration de la Lune. Il y a les Chinois aussi qui avancent petit à petit, mais ils avancent. Et puis d'autres acteurs comme les Indiens ou d'autres agences spatiales qui vont aussi envoyer, peut-être pas des hommes, mais des robots. Donc c'est toute cette actualité lunaire aussi que l'on fait vivre au travers de Lune Explorer, cet équipement assez unique que j'ai décrit un petit peu tout à l'heure et qui permet de garder dans son corps la mémoire de ce qu'est un lancement spatial pour un astronaute. Christophe, ça, ce sont des activités à destination des plus grands. Qu'est-ce que vous proposez pour les plus petits ? Alors, pour les plus petits, en effet, on a, ce que je disais, ces divers supports. On a une cité des petits, vraiment une zone d'exposition qui est entièrement dédiée aux petits à partir de 3 ans, hein, où là, on va vraiment... on propose des dispositifs de découverte et d'éveil qui permettent aux plus petits alors de se prendre carrément pour des astronautes, hein, parce que ça, c'est le but du jeu, c'est là, on a tout un dispositif qui permet ça, et puis aussi de mieux découvrir les planètes et l'astronomie. Donc ça, c'est dans les jardins, la cité des petits, entièrement dédiée. On a aussi 2 planétariums, je l'évoquais tout à l'heure, il y a un planétarium qui est dédié vraiment aussi avec des séances courtes pour les plus petits, et puis tout ce qu'on voit là, hein, beaucoup de projets éducatifs qui sont proposés, alors cette fois-ci dans le cadre scolaire, autour par exemple, on le voyait là, de petits robots martiens, l'atelier robot martien que l'on propose donc aux classes de primaire. Donc il y a beaucoup de choses. Si vous venez en famille, vous allez, quel que soit l'âge en fait que vous avez vous déjà, et quel que soit l'âge de vos enfants, eh bien il y a différents supports qui permettent de s'adapter et de parler d'une certaine manière à tous les publics. Vous avez par exemple aussi une animation qui s'appelle Comment l'ESA, la fameuse Agence spatiale européenne, comment l'ESA recrute ses astronautes. Comment devenir astronaute, comment Thomas Pesquet ou Sophie Adenau, la nouvelle astronaute française, ont été recrutés. Pendant 48 minutes, vous refaites une partie des exercices et des différentes épreuves de sélection qu'ils ont traversées pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on cherche en fait chez un astronaute exactement, quel type de profil on cherche. C'est très amusant et ça nous apprend un petit peu des choses sur nous-mêmes aussi d'ailleurs au passage. Donc ça, c'est aussi un autre type d'activité participative et différente des autres que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez évoqué également les robots martiens. Qu'entendez-vous par robot éducatif ? Pardon, qu'entendez-vous par ? Par robot éducatif. Alors, robot éducatif, vous savez, la robotique, c'est quand même une activité essentielle hein, pour l'espace. On envoie beaucoup de robots sur des planètes, autour de planètes, pour explorer le système solaire. Il y a beaucoup de programmes qui existent. Ces robots sont parfois un petit peu compliqués. Les robots éducatifs, c'est finalement... on voyait tout à l'heure le robot Persévérance, donc bardé d'instruments, de caméras, qui est capable d'analyser des tas de choses. Eh bien, nous, dans le cadre de projets éducatifs, on va vraiment, ou d'ateliers scolaires, on va vraiment simplifier au maximum ces robots pour permettre à des enfants qui ont 4-5 ans de s'initier à la robotique, ou pourquoi pas un jour se dire tiens, moi aussi j'ai envie d'imaginer le prochain robot qui ira sur Mars ou plus loin, hein. Il y a des tas de domaines d'exploration, notamment autour des grosses planètes comme Jupiter ou Saturne. Il y a des satellites qui tournent, des satellites qui sont des fois beaucoup plus gros que la Lune, hein, qui ont presque la taille de la Terre pour certains en fait, et où on envoie aussi énormément de robots de sondes. Donc voilà, permettre, c'est un peu le but de la Cité de l'Espace aussi, hein, permettre finalement à tous ces enfants, ces jeunes, ces adolescents, mais aussi ces adultes, de continuer à rêver, et pour les plus jeunes peut-être de se dire mais tiens, c'est peut-être dans ce domaine-là que j'aimerais bien travailler pour découvrir peut-être une trace de vie extraterrestre. Bon, pour le moment on n'en a pas trouvé. Hein. Peter, c'est super. Souvent, entre robotique et programmation, il n'y a qu'un pas. Ce premier pas, les jeunes, les tout-petits le font chez vous, à la Cité de l'Espace ? Oui, dans le cadre vraiment scolaire, il y a une initiation, d'une certaine manière, en fait, hein, à la programmation. Vous savez, la programmation, tout est programmé un petit peu. Hein. Tous les automates que l'on parcourt, que l'on rencontre, même dans notre vie, hein, en dehors de l'espace, il y a des programmations. Donc on a en effet des initiations comme ça, avec des petits rovers
qui vont se déplacer sur un sol martien et qui vont permettre aux enfants juste de comprendre que l'on peut, par exemple, programmer, c'est quoi? C'est anticiper des actions, c'est dire à un objet, à un petit robot, et il va falloir que tu tournes à droite, il va falloir que tu tournes à gauche, il va falloir que tu recules de 2 pas. Ça, on peut le faire en fait de manière assez facile, et c'est ce qu'on propose par le biais de ces activités. Et Christophe, pour vous, l'interaction, c'est essentiel pour éveiller la curiosité scientifique. C'est même plus fort que l'enseignement en classe. Comme on dit souvent, vous savez, ici à la Cité de l'Espace, on a notre objectif, oui, c'est vraiment de permettre au public, et quel que soit le public, de découvrir l'espace de manière un petit peu différente de ce qu'il pourrait imaginer ou faire en regardant une vidéo, un film ou en parcourant un livre. Donc ce qu'on souhaite vraiment proposer, c'est des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs que sur ce site-là. Et c'est beaucoup en effet, comme vous l'avez dit, de rencontres, d'interactivité, d'utilisation de dispositifs qu'on ne peut pas trouver ailleurs et qui rapprochent d'une certaine manière les visiteurs de ces activités spatiales qui sont souvent très loin. Pareil du terrain martien, aucun homme n'est allé sur Mars et c'est pas demain la veille qu'un homme va aller sur Mars ou une femme va aller sur Mars. Mais par contre, on peut ramener Mars en fait à la Cité de l'Espace pour permettre aux visiteurs de s'y plonger. Donc toute cette possibilité d'immerger les publics dans une réalité spatiale qu'on essaie de rendre la plus simple possible. Donc oui, ça c'est vraiment l'objectif qu'on recherche. Et encore une fois, et j'insiste là-dessus, pour tous les publics, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour venir à la Cité de l'Espace. Et en ressortant, nous, ce qu'on veut, c'est que vous allez passer une journée à la Cité de l'Espace, vous allez ressortir, vous avez fait tas de trucs. Peut-être que vous n'allez pas tout retenir de ce que vous avez fait. Peut-être qu'une semaine après, vous n'aurez pas un souvenir bien précis, mais quelque chose sera passé dans votre tête, ou même dans votre corps, on parlait d'une Explorer, peut-être dans votre corps, où il y aura une mémoire, une trace qui va vous permettre après de continuer à vous intéresser à l'espace et peut-être à mieux comprendre certains de ces mystères. Quelle est la place de l'image justement à la Cité de l'Espace? C'est votre film en IMAX, j'arrive pas à le dire, en IMAX, Deep Sky, est-ce qu'il participe justement à cette construction de l'imaginaire? Oui, tout à fait. Alors là, encore un autre type de support, vous voyez, encore un autre type de support. L'IMAX, c'est quoi? C'est un dispositif qui permet vraiment une immersion dans l'image, pas que dans l'image, parce qu'il y a quand même aussi un dispositif son tout à fait particulier. Et avec le dernier film qu'on propose, qui s'appelle en effet Deep Sky, c'est l'aventure du télescope spatial James Webb. C'est le plus gros objet, et le plus cher d'ailleurs, qui a été envoyé dans l'espace. On raconte comment il a été conçu, comment il a été envoyé et à quoi il sert. Il sert tout simplement à voir l'espace comme il n'a jamais été vu, à voir l'univers comme il n'a jamais été vu. Le télescope spatial Hubble, vous vous en souvenez, et qui est toujours actif, on voyait l'univers, il a envoyé tas d'images et tout. Là, c'est comme si vous mettiez des lunettes en fait au télescope Hubble, et là tout d'un coup il y voit beaucoup mieux. C'est ça le télescope James Webb. Donc il est capable de nous envoyer, et il a déjà envoyé des tas d'images, donc on est bien sur l'image scientifique, l'image astronomique, qui permet de mieux comprendre comment l'univers s'est créé, comment il a évolué, et en effet, c'est l'image qui parle, et ce film d'ailleurs est très beau par rapport à ça, parce qu'il permet de magnifier ces images astronomiques sur un grand écran de quasiment 400 mètres carrés, c'est ça l'IMAX à la Cité de l'Espace, et qui permet de découvrir aussi la beauté tout simplement de l'univers, parce que c'est quand même des images extraordinairement belles, à la fois riches de connaissances, riches d'informations, et ça c'est les astronomes qui étudient ça, qui vont faire des publications scientifiques pendant 12 ans peut-être pour expliquer ce qu'ils voient et mieux comprendre l'univers, et le spectateur, le visiteur, lui il est aussi, il comprend ça, mais il est aussi émerveillé tout simplement par la beauté des images astronomiques. Ô combien poétique. Vous restez avec nous bien évidemment Christophe, c'est l'heure de la loupe c'est avec Alix. Et ma chère Alix, parfois c'est la culture qui vient aux jeunes. C'est le cas avec les Rendez-vous du Parc, un festival qui amène chaque été des spectacles au cœur des quartiers populaires. Et oui, depuis 2017, les Rendez-vous du Parc transforment les quartiers d'Île-de-France en scène à ciel ouvert. C'est une initiative de Nabil Daxen, directeur artistique de la Relève Bariolais et comédien du Jamel Comedy Club. On l'écoute sur la jeunesse du projet. Au fond, ce qui nous a poussé à créer les Rendez-vous du Parc en 2016 avec les artistes de la Relève Bariolais, c'est que on trouvait que l'été c'était compliqué pour pas mal de jeunes et notamment de familles et d'enfants qui partaient pas en vacances
J'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que c'est quand même une part assez considérable. Et on trouvait qu'il y avait un angle mort entre les centres de loisirs qui étaient payants, les MJC où les sorties étaient souvent complètes très vite, les petits restaient en pied d'immeuble. Et ce qui nous a plu, c'est de pouvoir proposer des artistes du spectacle vivant. Alors ça allait de la contrebasse au foot freestyle, mais en tout cas ce diagnostic de se dire on part pas en vacances, qu'est-ce qui se passe? À part les activités un peu basiques. La culture, elle peut être là pour s'installer dans cet angle mort et inspirer, donner envie, et on se sentait ce rôle moral en pied d'immeuble, notamment dans pas mal de quartiers prioritaires, de proposer des actions fortes autour de la culture, parce que on a vu ce qu'elle avait pu faire pour nous et on avait l'espoir qu'elle puisse changer la vie des jeunes. Et les rendez-vous du parc ont déjà donné plus de 300 représentations. L'idée est de proposer chaque été des spectacles de rue allant du cirque à la danse contemporaine. D'ailleurs, avis à ceux que ça intéresse, la Relève s'apprête à lancer un appel à candidature d'artistes pour les rendez-vous de 2025. Donc Patrice, je suis chaud. Je suis chaud. Ce festival est soutenu par le dispositif Quartier d'été. Il s'est imposé comme un rendez-vous incontournable dans 25 quartiers répartis sur 4 départements, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et l'Essonne. Les rendez-vous jouent un vrai rôle social également. Chaque saison, entre 40 et 50 jeunes participent à l'organisation. Une implication qui leur permet de découvrir les métiers de la culture et de se former sur le terrain. Christophe, parfois la culture est tellement éloignée qu'elle doit faire le premier pas pour aller à la rencontre des jeunes. Comment est-ce que vous percevez ce genre d'initiative comme les rendez-vous du parc ? Vous savez, on parle de la Cité de l'Espace, donc le lieu, Cité de l'Espace, c'est un lieu, en fait, qui permet les découvertes, dont on en parlait un petit peu tout à l'heure. Mais la Cité de l'Espace, elle sort aussi de ses murs pour des activités, on appelle ça des activités hors les murs, où on va notamment dans la grande métropole toulousaine, à la rencontre aussi des publics, parfois des publics qui ne sont pas habitués ou qui ne peuvent pas facilement venir sur des sites comme la Cité de l'Espace, et donc c'est nous qui venons à eux pour des activités de découverte tout à fait semblables à celles que l'on propose. Donc c'est important en fait de jouer ce rôle-là aussi. C'est important aussi parfois à l'inverse de permettre à des publics comme ceux-là de pouvoir découvrir lors d'événements particuliers. Vous savez, à la Cité de l'Espace, on fait tous les ans au moins un événement, un gros événement, un accès libre. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ouvre les portes gratuitement de la Cité de l'Espace. C'est pour l'occasion d'un anniversaire, les 20 ans, les 25 ans de la Cité de l'Espace. C'est pour les 50 ans des missions Apollo. Quand, vous savez, en 2019, on a fêté les 5 ans du premier pas sur la Lune. Ça peut être, l'an dernier, par exemple, on a fait un événement autour des rencontres entre l'espace et le sport. C'était les JO. Il y a beaucoup de liens, en fait, entre notamment le monde des astronautes et le monde des sportifs de haut niveau. Et là, on ouvre grand les portes de la Cité de l'Espace. Et là, finalement, on permet aussi à tous, mais vraiment à tous, même aux publics qui ne sont pas les plus habitués à venir nous voir, là ils viennent, ils découvrent, ils découvrent l'espace, ils découvrent ces dispositifs-là, et c'est ce qu'on espère. Ils ont aussi, en sortant, c'est ce que je disais tout à l'heure, pas le virus, mais en tout cas, peut-être le virus, mais en tout cas l'intérêt sur toutes ces questions spatiales et astronomiques. L'intérêt et le champ des possibles via aussi les médias. C'est le cas aujourd'hui avec School TV, mais vous avez également un partenariat avec France Info et avec un très bon podcast qui s'appelle Mars, la nouvelle Odyssée. On écoute un extrait. Planète sœur, mais on va dire sœur lointaine, parce que, alors, en effet, c'est une planète qu'on appelle tellurique, donc c'est du sol, une atmosphère. Donc, quand on regarde le système solaire, il y a Jupiter, Saturne, c'est totalement différent, c'est des géantes gazeuses, Neptune, Uranus, c'est des géantes glacées. Là, on est dans la même famille. Maintenant, Mars, c'est quand même 2 fois plus petit que la Terre. C'est aussi plus loin du Soleil, il y a beaucoup moins d'atmosphère, donc c'est une sœur trompeuse, je dirais. Il y a des paysages qui semblent ressembler, il y a des vallées, des collines, etc. Donc on pourrait dire, ah oui, c'est comme la Terre. Et en même temps, c'est tellement différent, parce que si on se balade sur Mars sans scaphandre, la durée de survie, à mon avis, elle se compte en secondes. Atmosphère légère, il fait très froid. Oui, les températures moyennes sont largement négatives, ça doit être dans les moins 60 si je ne me trompe pas, mais en tout cas rien à voir avec la Terre. La Terre en moyenne, je crois que c'est 15 degrés, là c'est vraiment une planète gelée pour nous, êtres humains. Bien sûr, c'est centré sur l'homme, ce genre de critères. L'atmosphère est 150 fois moins dense, donc c'est pas un monde sympathique. En revanche, c'est extrêmement fascinant. Alors Christophe, le podcast c'est un outil puissant. Quels sont les retours que vous avez ?
Voilà, des très bons retours. C'est vrai que je parlais. C'est très bien que vous montriez, vous donniez à entendre ce podcast parce que ça illustre tout à fait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la diversité des supports de médiation. C'est comme ça qu'on appelle. C'est-à-dire les différentes formes qu'on utilise pour pouvoir parler au public, pour pouvoir permettre au public de découvrir ses contenus. Et le podcast, c'en est un autre qui, là aussi, sort des murs de la Cité de l'Espace avec Olivier Sanguy, qui est un de nos journalistes scientifiques spécialisés espace, qui font partie des équipes et qui ont ce talent de pouvoir aussi raconter à tous, par ce format tout à fait particulier, ce qu'est l'espace, en l'occurrence voilà, la planète Mars. Donc ça permet de toucher aussi d'autres types de publics, et on a de très bons retours. C'est d'ailleurs un partenariat France Info qu'on poursuit à l'heure actuelle, ça fait des années, et on en est très content. Et Christophe, vous savez si vous créez des vocations grâce à vos dispositifs ? Alors ouais, c'est une question, c'est ce qu'on cherche en tout cas, et on n'a jamais fait une étude approfondie par rapport à ça parce que c'est très compliqué à faire, mais on a un projet un peu emblématique, un projet éducatif qui s'appelle le Congrès scientifique des enfants. Congrès scientifique des enfants, ça existe depuis plus de 16 ans à la Cité de l'Espace. C'est un projet qui s'adresse aux élèves de primaire, de cycle 3, vous savez, CM1, CM2, et qui depuis 16 ans propose donc à ces élèves de participer à un vrai congrès de chercheurs. Vous savez, alors avec des conférences, des posters, avec les coffee breaks là, mais c'est des jus d'orange break. Enfin bon bref, c'est des petites pauses, avec des salles, avec la mallette, avec le badge autour du cou. Enfin vraiment comme les chercheurs et les scientifiques font dans les congrès, sauf que là c'est que des enfants qui le font et qui participent. Et nous on les accueille comme des grands. Et ce moment hyper fort, imaginez-vous, gamin, vous au CM2, vous vous retrouvez comme ça, avec un badge autour du cou, à la Cité de l'Espace, qui est un lieu assez extraordinaire, avoir d'autres élèves que vous ne connaissez pas, vous leur expliquez des choses sur la planète Mars, vous êtes vraiment mis en situation d'adulte. Et pour les 15 ans de ce projet, on a réuni, en fait, des anciens élèves qui y avaient participé. Il y a aussi, vous savez, des doctorants, des gens qui font des thèses, des scientifiques qui aident ces élèves à élaborer leurs posters, leur contenu. Et on en a retrouvé pas mal. Et c'était très intéressant de voir comment cette expérience les avait vraiment marqués. C'est-à-dire qu'ils s'en souvenaient. C'était quelque chose qui avait marqué leur mémoire et parfois, en effet, orienté leur choix, finalement, parce que ils se sont trouvés une accointance avec l'espace, où ils sont peut-être désinhibés aussi un peu avec les sciences, parce que des fois les sciences, les maths et tout ça, ça paraît très compliqué tout ça. En fait, c'est aussi beaucoup de curiosité tout simplement. Donc nous, on veut développer la curiosité des gens et notamment des enfants. Et donc, on avait vraiment eu le plaisir d'échanger avec eux et de voir que suite à ce congrès scientifique des enfants, ils ont embrassé des carrières scientifiques après bac, et certains sont désormais chercheurs ou youtubeurs. D'ailleurs, c'était assez marrant, youtubeurs spécialisés dans l'espace qui avaient fait le congrès scientifique des enfants et qui trouvaient ça génial et qui s'en souvenaient. Donc oui, je pense qu'on crée des vocations. En tout cas, c'est vraiment l'objectif ici, et puis on va continuer encore pendant de bon nombre d'années. Et encore bravo à vous, et surtout un énorme merci. Merci de nous avoir accordé cette demi-heure, d'avoir transmis votre passion, de nous avoir expliqué aussi toutes les nouveautés que l'on peut retrouver effectivement dès cette année à la Cité de l'Espace de Toulouse. Près de la Rocade, on a compris, on ne peut pas la rater pour ceux qui ne connaissent pas le périph' toulousain. Christophe Chaffardon, directeur éducation, sciences, culture à la Cité de l'Espace. Je rappelle bien sûr toutes les infos sur le www.cité-espace.com. Je renvoie également à vos nombreux ouvrages, parce que vous êtes un passionné et vous n'hésitez pas à utiliser tous les canaux. Il y a beaucoup de documentaires que vous avez réalisés, peut-être ou co-réalisés, et beaucoup d'ouvrages que vous avez écrits, et aussi des BD. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est aussi un format qui est assez puissant, à la découverte de l'espace. Je crois, si je ne m'abuse, que c'est chez Casterman. Un grand merci à vous encore, Christophe. Et on vous dit surtout à très bientôt. N'hésitez pas à venir. On viendra à Toulouse, mais venez aussi du côté de Paris quand vous avez un petit moment pour nous parler espace et conquête spatiale. Ma chère Alix, on se retrouve demain. À demain. À demain. Excellente journée. Ciao.